Je vous propose maintenant de parler de design des projets culturels avec Maubuisson, une belle abbaye située sur le Val d'Oise, à Saint-Olle-Aumône, qui propose une programmation d'art contemporain. Je vais demander à nos intervenantes de bien vouloir me rejoindre. Donc, ancienne abbaye royale cistercienne, fondée en 1241 par Blanche de Castille. Voilà, ça c'est pour l'histoire. Et donc, comme je vous le disais, elle est située à Saint-Olle-Aumône. On accueille Véronique Flageolet, directrice de l'action culturelle au Conseil général du Val d'Oise, Isabelle Gabache, qui est directrice adjointe de l'abbaye de Maubuisson. Repartissez-vous autour de moi, oui, ça sera beaucoup mieux, merci. Et qui est directrice par intérim, Isabelle Gabache. Et puis Alexandre Muche, qui est designer de l'agence Talking Things. Merci à tous les trois d'être là pour nous présenter donc les projets sur l'abbaye. Mais d'abord, avant qu'on parle projet, j'ai bien compris qu'on parle de pistes. Et donc, on va commencer avec vous, si vous voulez bien, Véronique Flageolet, donc directrice de l'action culturelle du Conseil général du Val d'Oise. Donc, le Conseil général qui est propriétaire de l'abbaye. C'est un beau lieu de patrimoine, c'est un parc très agréable, c'est un site d'art contemporain, mais en même temps, c'est une abbaye, ça s'entretient. Donc c'est vrai que le Conseil général a choisi de mener une réflexion sur l'avenir du site. Pourquoi cette démarche, cette volonté de réfléchir à l'avenir de ce site ? Bonjour à tous. Donc vous l'avez dit, effectivement, l'abbaye de Maubuisson est une abbaye cistercienne qui a été fondée en 1236 par Blanche de Castille. Donc c'est évidemment un monument très ancien qui est à 35 km de Paris, qui est situé en plein cœur de la ville nouvelle, sur la ville de Saint-Ouen-l'Aumône, mais malgré tout excentré, comme le sont évidemment toutes les abbayes cisterciennes, pour des raisons évidentes de l'époque. Donc c'est une abbaye avec des salles abbatiales, avec une grange à dîmes et aussi avec un parc de 10 hectares qui fait partie évidemment du contexte du site et de l'abbaye. Donc l'abbaye a été classée monument historique en 1947. Elle a été acquise par le Conseil général en 1979. À la suite de cette date, il y a eu des fouilles archéologiques qui ont été menées sur le site de l'abbaye par notre service départemental d'archéologie et qui ont permis en fait les travaux de restauration de l'abbaye telle que vous la connaissez aujourd'hui, sachant qu'elle n'a pas été restaurée évidemment dans son ensemble, mais que les salles abbatiales ont été restaurées d'ailleurs et la grange à dîmes également. Ensuite, le site a été ouvert au public dans les années 87-88 et est devenu, comme vous l'avez dit également, un site d'art contemporain depuis 2004. Site d'art contemporain bien renommé aujourd'hui, animé actuellement par Isabelle Gabache. Et ce site est nationalement reconnu, internationalement reconnu, grâce à des expositions tout à fait extraordinaires qui ont été menées. Certains d'entre vous ont dû voir l'exposition des frères Chapuisat. Aujourd'hui, il y a l'artiste japonais Koichi Kurita qui présente pour le site de l'abbaye une exposition tout à fait exceptionnelle, aussi évidemment très différente de celle des frères Chapuisat. Donc aujourd'hui, l'abbaye réunit à peu près 18 000 visiteurs. Mais quand on compte 18 000 visiteurs, ce sont les visiteurs qui viennent dans l'enceinte de l'abbaye elle-même et on ne compte pas évidemment le public très nombreux, notamment quand il fait beau, qui se promènent dans le parc, se prélassent dans le parc, pique-niquent dans le parc. Le parc qui a une valeur d'usage évidemment très importante pour les habitants de la ville nouvelle, voire au-delà. Et on avait constaté aussi une forme de distorsion sans doute entre les habitants qui se promènent dans le parc et puis qui ne vont pas voir le site de l'abbaye, qui ne vont pas voir les expositions, ou en tout cas assez peu. Ces expositions sont gratuites, donc ce ne sont pas pour des raisons effectivement financières. Bon, tout ça nous a quand même beaucoup questionné. Et la collectivité, au bout de 10 ans en fait, d'art contemporain, s'est posé la question, les élus départementaux se sont posé la question de savoir comment ce site allait évoluer sur les années futures, comment peut-être on pouvait trouver une solution pour mieux intégrer les habitants dans la réalité de la vie de l'art contemporain du site de Maubuisson. Et puis aussi se poser des questions d'économie, de coûts, et de voir comment finalement ce lieu tout à fait exceptionnel pouvait être davantage partagé, peut-être entre collectivités, peut-être en lien avec l'État, peut-être avec des financements privés, etc. Donc la question s'est posée en fait du devenir et de la façon dont on pouvait le voir évoluer sur les années qui viennent. À ce moment-là, avec la mission innovation, on s'est dit que le moment était certainement venu pour l'abbaye de Maubuisson de faire appel à une étude de design de service, ce qui nous a permis donc de rentrer en contact avec Talking Things et le troisième pôle, l'agence troisième pôle sur la partie administrative et financière.
Très bien, oui, à ce stade, voilà. Juste avant qu'on entende Isabelle Gabache sur comment le travail de Tokify a été perçu et puis qu'on voit la méthode, pourquoi cette volonté de travailler avec une agence de design de service ? Alors là, je crois que le choix était vraiment justement pour essayer de rompre cette dissociation entre la fréquentation du parc par les habitants et puis quelque part des gens déjà très initiés à l'art contemporain qui pouvaient venir visiter les expositions. Alors je dis les gens très initiés, mais il y a eu aussi beaucoup de sensibilisation des publics. Il y a toujours beaucoup de sensibilisation, notamment auprès des collégiens, des lycéens, du domaine scolaire et des publics aussi beaucoup plus éloignés de la culture. Donc il y a un gros travail de sensibilisation qui a été fait auprès des publics, mais on avait le sentiment qu'il fallait peut-être élargir encore davantage. Et il était important de savoir si finalement, comment dans les devenirs possibles de Maubuisson, on pouvait aussi trouver un ancrage territorial encore plus important que ça ne l'était. Donc je pense que la question, il était intéressant de se la poser, et plutôt que faire appel à une Xème étude, comme on en connaît quand même beaucoup, là pour le coup, cette notion de design de service nous a été soufflée comme étant particulièrement intéressante, et on est très satisfait de la réponse. Très bien, merci. Donc ce matin, on a beaucoup parlé de design de service en disant que voilà, on travaillait en co-construction avec les équipes, les usagers. Donc ça va être intéressant d'entendre Isabelle Gabache pour savoir un peu justement comment les personnels perçoivent ces nouvelles méthodes. Alors, Isabelle, première question déjà, quand on vous a dit, voilà, il y a une agence de design de service qui débarque, vous avez dit, c'est quoi le design de service ? Qu'est-ce qui se passe ? Qu'est-ce qui nous arrive ? Comment vous avez réagi ? Bonjour à tous. Effectivement, le design de service, c'est quelque chose qui nous était un petit peu étranger. Après, il faut savoir que le Conseil général du Val d'Oise a été un des premiers à intégrer un designer de service au sein de son équipe, notamment au niveau de la mission innovation. Donc c'est vrai que quand l'étude a été lancée, nous avons rencontré ce designer de service. Et maintenant, avec le recul, je comprends ce qu'est le design de service. Donc j'imagine que vous savez tous le design de service. Mais alors, la petite définition du non-initié. Mais alors, dans le dictionnaire, le mot anglais design se traduit à la fois par dessin, la notion de faire, et par dessin, EIN, la notion de penser. Donc les deux sont indissociables. Et moi, ce que j'en ai compris, en fait, c'est vraiment cette notion d'expérimentation, d'expérience d'usager, en fait. C'est d'aller à la rencontre des usagers, d'être dans une logique d'immersion et de voir quels sont les usages, en fait, des visiteurs. Je prends des exemples concrets. Hein. Les usages qui sont faits de l'abbaye de Maubuisson par ces visiteurs, par les visiteurs du parc qui ne sont pas les mêmes que ceux du centre d'art, que sont les usages faits par le personnel de l'abbaye, par le personnel qui est à l'étage au service départemental d'archéologie, vous voyez, il y a toutes ces pratiques. Et dans le design de service, il y a cette idée d'immersion pour comprendre un petit peu toutes ces pratiques, tous ces usages, et de voir comment on peut dénouer des nœuds quand il y en a, proposer des solutions qui permettent que les choses soient plus fluides, plus glissent mieux, je ne sais pas. Enfin, ce sont avec mes mots à moi, comment je comprends. C'est justement ce qui est intéressant. Le design de service. Et ça fonctionne comment ? C'est des petits ateliers de travaux ? Comment ça... Dans le design de service, ça prend plein de formes parce qu'il y a l'idée de la concertation, du partage, du travail collaboratif, des ateliers qu'on appelle coworking. Il y a l'idée d'expérimentation, d'interview d'usagers, d'immersion. Enfin, c'est toutes ces choses-là. Nous, au niveau de l'équipe des agents de l'abbaye de Maubuisson, eh bien, on a été effectivement associés à des ateliers de co-construction, et puis on a tous procédé à des interviews avec l'agence Talking Things. Ils nous ont rencontrés soit individuellement, sur soit votre perception du site. Voilà. Ouais. Mais l'atelier de co-construction, je reviens dessus. Comment ça se passe concrètement ? Qu'est-ce que vous avez c'est très ludique. Coproduit et comment ? C'est très ludique. C'est quoi ludique ? On jouait avec des Playmobil ? C'est quoi ludique ? On n'était pas loin du Playmobil, mais en fait on était dans les salles, donc ça c'était important pour Talking Things, c'est qu'on soit vraiment au cœur de nos espaces d'exposition, qu'on soit tous présents,
ça va du gardien en passant... les agents de sécurité. Voilà, donc tout le personnel. Et là, l'idée, c'était de se projeter dans un scénario idéal de tous les possibles, en fait, pour Maubuisson. Parce que nous, on est là avec notre connaissance du lieu, mais on sait aussi tous là où on est mauvais, là où on a échoué, là où on a voulu se faire entendre, mais ça n'est pas remonté. Et chacun son donc, regard, l'agent de sécurité il a son regard, vous avez votre regard. Donc tous avec notre regard et notre perception et notre connaissance du lieu, encore une fois, c'est nous qui nous connaissons le mieux, puisque nous vivons Maubuisson au quotidien dans tous ces aspects. Mais ces moments-là, ça vous permet de vous élever, de voir un peu mieux le problème s'il y a un problème, ou de mieux sentir le... Oui, puis de se confronter tous avec nos perceptions et de projeter. L'idée, c'était vraiment d'être dans une liberté. Donc ça, c'était absolument... c'était un beau moment de pouvoir être dans une liberté sans contrainte financière, puisqu'on est dans la projection. Il n'y a plus de contraintes, en fait. Donc, ce qui serait... Dans le propos quand vous dites liberté, il y a aussi une liberté de parole. On parle facilement, sans pas juger. Oui, il y a toujours un petit peu d'inhibition de la part de certains. Enfin, vous voyez, il y a des agents qui ont plus l'habitude de prendre la parole que d'autres. Mais là, je pense que le rôle de Talking Things, c'était de susciter cette parole et de nous mettre tous à l'aise, en fait. Donc on avait fait deux groupes de travail, et chacun animé par une personne des Talking Things. Et l'idée, c'était de projeter notre scénario idéal sur des plans. En fait, il y avait l'idée de spatialisation de nos envies, de nos projets. Donc, je vous donne un exemple concret. Moi, je rêve qu'il y ait... qu'on puisse boire un salon de thé quelque part et manger des pâtisseries. Hop, je me suis projetée, je l'ai projeté sur ce plan à l'aide de post-it, de feutres, et on avait des petites fiches par thématique qu'on remplissait. Et ensuite, on a fait une restitution à l'autre groupe à tour de rôle. Voilà. D'accord, merci Isabelle. On va revenir avec vous et Véronique dans quelques instants. On va parler donc de la méthode avec vous, Talking Things. Là, on comprend bien un petit peu comment ça s'articule. Donc, l'idée pour vous, ensuite, c'est quoi? Là, on voit la co-construction, mais après, vous collectez les informations avec les équipes, et en même temps, vous avez fait un gros boulot d'immersion. Vous êtes venus des week-ends en mode je suis discret, mais je fais aussi les visites avec le public. Comment ça se passe ensuite? Aujourd'hui, on va peut-être rentrer, on va faire un focus sur 3 éléments de la méthodologie, parce que je pense que sur Maubuisson, il y a une particularité, c'est que ce n'était pas purement une mission de design de service, et c'est vrai que c'est bon de rappeler la collaboration avec Troisième Pôle, qui est une agence d'ingénierie culturelle, qui par exemple a la DSP sur la Gaîté Lyrique, qui est un haut lieu de la culture, notamment numérique à Paris, qui a un peu cette connaissance du montage de projets, de la réalité au jour le jour de projets culturels. Donc je parlerai aujourd'hui de trois petits outils qui ont un peu structuré la méthodologie tout du long. Juste pour rappeler, donc Talking Things, on est une agence de design de service et de design urbain. On a une partie de l'équipe qui est consacrée à ces questions spatiales, de comment est-ce qu'on peut revivre des nouvelles expériences dans l'espace urbain. Et c'est bien ces 2 casquettes-là qui sont intervenues. Donc il y a un aspect méthodologique où on a apporté une lecture sur comment re-questionner cet espace, comment retrouver des fonctions. Et je pense que la mission porte un bon nom, comment revaloriser Maubuisson. Et par valoriser, je pense qu'il y a cette question de dire de ne pas faire table rase et de partir d'un existant, de partir de ressources locales, de partir d'une équipe qui existe et de partir d'un bâtiment qui est ce qu'il est, avec ses avantages et ses inconvénients, et donc qu'on est bien dans une logique d'utiliser l'existant. Et là-dessus, c'est vrai qu'on a fait pas mal appel à la question spatiale et à des outils de scénarios spatiaux qu'on a convoqués. On va aller sur les slides d'après, peut-être l'outil le plus simple, et que évidemment le design de service n'a pas inventé, mais que nous on a ajusté sur cette mission, qu'on voit dans les slides d'après, c'est la question de l'interview. Alors l'interview, on n'a pas inventé l'interview, mais on va vous montrer un peu très concrètement ce que nous on peut apporter en termes de méthodologie là-dessus. C'était ces interviews qui nous ont permis à un moment de comprendre le site.
Maubuisson, je le connaissais comme beaucoup de Parisiens ou comme beaucoup de Franciliens. Je suis venu visiter Maubuisson, mais je ne connaissais pas l'abbaye dans son contexte, dans son territoire. Et l'enjeu d'interview sur cette mission est très fort. On a rencontré entre 50 et 60 personnes sur des profils très variés. Et tout le travail que nous, Talking Things, on a apporté, ça a été de dire quelle méthodologie d'interview est vraiment un apport fort pour le projet. Interview de qui, excusez-moi? Alors, donc, on reviendra sur la question des profils. On a essayé de travailler sur ces mélanges de profils, mais là, par exemple, on voit un habitant qui travaille sur le support qu'on a développé et qui a pour cœur de discussion, cœur de travail, la question d'une petite carte de Maubuisson. Et le travail qu'on a fait sans cesse sur cette mission, et notamment au travers de ces outils d'interview, c'est de comment questionner les gens sur quelle est l'expérience concrète qu'ils ont de Maubuisson. Il y a un écueil dans ces missions de design de service ou ces missions de prospective, c'est tout d'un coup, sous prétexte qu'on pose la question de l'art contemporain, enfin d'un centre d'art contemporain, c'est d'avoir des interviews qui vont tout de suite parler de qu'est-ce que c'est l'art contemporain dans la société moderne, etc., qui sont des vrais débats, mais qui ne sont pas des débats qui vont nous intéresser concrètement sur cette mission. Donc, typiquement, sur les outils que nous, on a apportés, on a sans cesse essayé d'éviter un phénomène de hors-sol et sans cesse ramener les usagers à nous décrire in situ, et sur une carte ou sur des objets spatiaux, quels sont leurs usages, quels sont les problèmes qu'ils rencontrent en tant que visiteurs, en tant qu'usagers du centre d'art, en tant qu'usagers du parc, et de nous le décrire précisément. On a sans cesse essayé d'éviter entre guillemets, la généralisation d'un débat sur la question de l'art contemporain, de l'action publique. Est-ce que c'est de l'action publique de favoriser l'art, et sans cesse de rester, de garder l'usager sur ces questions concrètes dans son parcours d'usager. Alors sur la question des profils des usagers, on le voit dans ces slides-là, on a essayé de varier déjà de comprendre l'usager depuis plusieurs points de vue. On a ici les différentes collectivités qui sont finalement concernées par Maubuisson, et on se rend compte qu'elles ont toutes un usager différent. À un moment, Saint-Ouen-l'Aumône va dire, moi, mon usager, c'est le voisin de l'abbaye, c'est la personne qui va probablement utiliser essentiellement le parc, mais c'est une vision qui est très différente de l'usager vu depuis le Val d'Oise, qui lui pense à un moment un usager qui va prendre un transport en commun ou va prendre sa voiture pour se déplacer et va peut-être plus utiliser le centre d'art contemporain. Donc il y avait un enjeu au début dans l'analyse de représenter non pas un usager, parce que finalement dans le design de service, il n'y a jamais une figure de l'usager, il y a souvent des figures de l'usager, et finalement on se rend compte dans ce genre de mission que chaque collectivité porte séparément, malheureusement, et ça a été là l'enjeu, une figure de l'usager différente et séparée. On avait tout à l'heure le petit sondage qui est assez intéressant. Est-ce que l'innovation se fait avec les usagers, les agents de terrain ou les directeurs? On est typiquement ici sur une mission, et je pense que le panel aujourd'hui qui va parler du projet va vous raconter que ce projet a été un fin travail de savoir mélanger ces différents profils-là. La question, est-ce qu'à Maubuisson, on a fait une mission qui a été avec les usagers, avec les agents de terrain ou avec la direction? La réponse, c'est avec tout le monde. Pas avec tout le monde tout le temps, mais c'est avec tout le monde à des moments stratégiques qui, à un moment, permettent à la mission de bien avancer. Donc là-dessus, on voit un peu, alors c'est des récapitulatifs qui permettent un peu de comprendre quel type de profil on fait venir. L'idée, c'est d'avoir des points de vue qui vont varier et nous faire montrer différents niveaux d'expertise. On parlait tout à l'heure de comment se sont déroulés les ateliers avec les équipes. Si à un moment le gardien est là, c'est pas par vertu démocratique ou quoi que ce soit, c'est parce qu'à un moment le gardien, c'est l'expert des usagers du parc. C'est la personne qui va connaître bien mieux que tout le monde les profils des gens qui vont apparaître dans le parc, les horaires auxquels ils seront là, et que sans lui, on ne sait pas faire de mission de design de service. Sans lui, on manque une facette de l'usager. Donc je termine un peu sur ce bout interview qui est finalement une sorte de méthodologie un peu classique qui appartient aussi aux sociologues ou autres. Mais voilà un peu ce que nous, on a essayé d'apporter. Des outils qui ont déjà donné des places à différents usagers et d'autre part qui ont essayé de sans cesse garder le discours sur un terrain très concret de l'expérience. On
On peut aller sur les slides suivantes. L'outil d'après, c'est celui dont Isabelle et Véronique parlaient, c'est la question des ateliers. Comment est-ce qu'on met côte à côte un certain nombre d'acteurs pour qu'à un moment on imagine, et je pense qu'on évoquait la question de la prise de recul, comment est-ce qu'on prend du recul par rapport à une situation existante et comment on s'autorise à imaginer des scénarios. Et là-dessus, encore une fois, là, on voit des images où apparaissent les plans, ou plus spécifiquement des perspectives, des volumes et des espaces dans lesquels l'abbaye existe. Il y a eu un gros travail d'un moment à la fois de s'autoriser à imaginer des scénarios extravagants et à la fois d'essayer de voir comment est-ce qu'ils savent exister dans les murs et l'enceinte existante de l'abbaye. Il n'a jamais été question, je pense, de dire on va faire un projet table rase, on va reconstruire un centre d'art. Donc oui, la question in fine de ces ateliers, c'est de dire comment est-ce que ces grandes idées, ces grandes stratégies rentrent dans les murs. Et cette question un peu spatiale, un peu terre-à-terre que nous, on a essayé de garder tout le temps, c'est ça qui a permis d'être assez agile. On parlait ce matin de la question de l'agilité dans ce genre de mission. Je pense qu'ici, ce qui a été fort, c'était de sans cesse dire oui, nos scénarios sont stratégiques et forts et imaginatifs, mais oui aussi, ils savent exister dans les murs actuels de l'abbaye. Donc ici, on traverse un peu. Il y a à la fois des ateliers qu'on a fait avec les équipes de Maubuisson. Il y a des ateliers qu'on a fait évidemment avec un ensemble de directions du département. Et là, il y a eu des apports très forts, peut-être moins sur des retours d'expérience de terrain, mais sur qu'est-ce qu'un site comme celui de Maubuisson s'est créé comme collaboration avec d'autres acteurs, d'autres dynamiques du territoire qui n'avaient pas été envisagées. Et encore une fois, est-ce qu'il y a un atelier qui est meilleur qu'un autre? Est-ce que les agents de terrain sont meilleurs que les directeurs du département? La réponse est non. Ils savent répondre à des questions très différentes. Et toute la question de la méthodologie du design de service, c'est quand est-ce qu'on met ensemble ces acteurs-là? Quand est-ce qu'on les fait travailler à part? Et quel exercice on leur demande? Donc voilà un peu là, on voit une série de livrables sur lesquels on fait travailler. Là, on voit par exemple qu'effectivement, quand on travaille avec les équipes de direction, on est sur les logiques de territoire. Comment est-ce que des programmes existants, des programmes culturels en place viennent nourrir des dynamiques possibles qui pourraient apparaître à Maubuisson. Là, on va traverser un peu. Alors, les ateliers produisent des propositions que petit à petit, nous, on transforme. Alors, c'était peut-être une des questions que vous posez. Qu'est-ce qu'on fait avec toute cette matière-là? Qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on avait les interviews, qu'on a fait les ateliers? Il y a pour nous un enjeu, non pas de trouver la bonne solution, et sur Maubuisson, ça a été notre choix, c'était de dire on va proposer des scénarios. Et des scénarios non pas qui seraient mauvais ou bons, mais des scénarios qui vont apporter le bon débat pour un choix final. Là, on prend différents exemples, mais ce que nous, on a souhaité amener dans cette mission-là, c'était le fait qu'il y ait un terrain de débat constructif en fin de mission pour que des choix soient faits par le département. Et ce travail par scénario, et on les traversera rapidement, mais c'est un moment de dire qu'est-ce qu'on met côte à côte pour qu'un débat serein apparaisse sur la table. Et ça, ces scénarios-là, justement, qu'on voit, la vente, l'espace patrimonial, l'espace culturel, ou faire de l'abbaye un espace d'innovation, c'est des scénarios que vous avez suggérés après avoir entendu tout le monde. Vous avez dit c'est peut-être ça qui se dessine, ou ça vous a été suggéré pendant les ateliers de coworking? C'est des choses suggérées que nous, on redigère, avec, je pense, pour finalité, vraiment cette question d'un débat sain. Par exemple, la question de la vente. La question de la vente, typiquement, qu'est-ce qu'elle permet elle est à la fois très crue. Elle dit qu'est-ce qui se passe quand un département se sépare d'un de ses bâtiments forts, d'un de ses sites forts. Et on pensait que de ne pas évoquer ce scénario-là, ça allait rendre caduque un débat qui pourrait se dire oui, mais Maubuisson coûte cher, oui, mais Maubuisson est une infrastructure. On pensait que c'est effectivement une alternative à l'ordure, mais qui à un moment permet de comprendre des horizons, de comprendre des limites. Et ces scénarios et conséquences?
l'idée, c'est de refléter certaines conséquences que ça a pour les usagers, de refléter certaines conséquences économiques, et effectivement d'avoir un débat où on comprend exactement qu'est-ce qui se passe dans un scénario où ça devient un espace culturel, dans un scénario où on capitalise sur le patrimoine. Je ne sais pas si on a amené toutes les solutions. En tout cas, il y a eu un débat assez serein et assez sain au sein du département d'évaluer qu'est-ce qui se passe dans ce contexte-là. Parce que les 4 scénarios, après qu'on comprenne bien, ils partent où? Ils partent au-dessus à la direction, ou il y a encore un atelier où les personnels, tous ensemble de l'abbaye, là on me posait la question combien il y a de personnel à l'abbaye, il y a 12 agents je crois. Oui, Madame Flageolet. En fait, il y a eu bien sûr tout au long de l'étude un comité de pilotage qui a été constitué. Donc le comité de pilotage était constitué de différents directeurs du Conseil général ou différents agents des services. Je pense à la direction développement durable, je pense à la direction de la gestion patrimoniale, etc. Bien sûr de notre directeur général des services, et aussi des élus du département, mais également de partenaires extérieurs. Donc, par exemple, Francis Maréchal, directeur de la Fondation Royaumont, autre abbaye cistercienne bien connue, faisait partie du comité de pilotage, ainsi que le directeur de l'école d'art de Cergy-Pontoise. Donc c'était intéressant aussi d'avoir des avis extérieurs sur ces différents sujets. Et quand les différents scénarios ont été évoqués, donc par exemple le scénario patrimonial qui était vraiment, qui mettait en évidence l'intérêt patrimonial du site et la demande aussi des habitants sur la vocation patrimoniale de Maubuisson a été tout à fait pris en considération pour son intérêt de ce qu'il pouvait représenter, surtout que le service départemental d'archéologie connaît évidemment très bien aussi toute l'histoire patrimoniale du site. Donc là, il y a une matière énorme en fait à exploiter. Le scénario art contemporain, centre culturel, ressources a présenté aussi tout son intérêt dans la mesure où il capitalisait aussi sur l'ensemble de la démarche de Maubuisson depuis 10 ans. Et le scénario innovation était effectivement totalement nouveau dans le paysage et dans le périmètre et apportait finalement toutes sortes d'idées très riches, intéressantes en partenariat entre autres avec le secteur privé, mais finalement ne capitalisait pas non plus sur l'aspect de l'histoire en fait du site de Maubuisson et sur l'histoire de l'art contemporain de Maubuisson. Donc à ce moment-là, nos élus ont dit finalement ce qui nous intéresse, c'est un 5e scénario, comme c'est souvent le cas, un mixte entre le scénario patrimoine, entre le scénario culture plus plus et le scénario innovation. Ça a donné lieu au 5e scénario auquel nous sommes aujourd'hui. Voilà, c'est là où vous trouvez la démarche intéressante. Voilà. Ouais, donc, ça permet de nourrir la réflexion et de dégager encore une nouvelle piste. Et donc au final, ce qui a été retenu, c'est... Alors, ce scénario qu'on pourrait appeler, ce ne sera peut-être pas son appellation définitive, mais Centre d'art et d'innovation, permet à la fois d'associer finalement la capitalisation qui a été faite depuis des années sur Maubuisson sur la partie art contemporain, donc l'accueil d'artistes contemporains en résidence sur le site et qui vont travailler en lien, en collaboration, étroite ou non selon les cas, avec le secteur de l'entreprise et avec les jeunes entreprises innovantes qui ont besoin d'un lieu pour se ressourcer, d'un lieu un peu éloigné de la foule, de la grande ville, etc., où ils peuvent effectivement capitaliser sur des idées innovantes avec l'accueil aussi de jeunes, étudiants, universitaires, etc., un peu comme finalement une réplication de l'éco-cité de Neuville. On peut imaginer que ça soit un peu un site d'accueil des entreprises de ce type. Alors c'est vrai que par type d'entreprise, on va prendre les entreprises culturelles, mais au sens le plus large du terme, à la fois les entreprises qui travaillent dans le milieu du patrimoine, celles qui peuvent travailler, pourquoi pas, dans le spectacle vivant, mais aussi les entreprises sans doute liées au tourisme, aux industries du luxe, dans la mesure où, bien sûr, il s'agit d'élargir l'éventail le plus possible. Et donc, il y a toute une proposition d'aménagement spatial qui a été proposée par le cabinet Talking Things, mais suite aux derniers ateliers qui ont été réalisés aussi sur le site de Maubuisson, avec... alors, je ne sais pas si je vous repasse le micro, là... Peut-être pour terminer, en fait, on a souhaité très rapidement venir avec des esquisses. Donc, on forçait entre guillemets les acteurs à avoir un discours spatial, de dire vous proposez un programme, mais quelle est concrètement l'expérience usagée que vous voulez offrir. Et là-dessus, on a été dans un rôle où, tout au long de la mission, on a proposé des esquisses spatiales qui montraient qu'est-ce qui va concrètement se passer dans les murs de l'abbaye. Et là-dessus, ce qui est intéressant, c'est que donc, ce dernier atelier qui nous permettait de choisir un scénario final, on avait à la fois des acteurs, entre guillemets, des acteurs de grands territoires, des gens du Grand Paris, des gens de l'agglo, mais venir sur des discussions très concrètes, de dire qu'est-ce que le site de Maubuisson, quelle expérience usagée elle offre. Et bien, à un moment, on dit elle offre un Fab Lab
Lab. Et ce Fab Lab, il va être juste à côté d'un espace de pépinière qui est approprié au site. Et de dire qu'est-ce que c'est une pépinière à Maubuisson. On sait que ce n'est pas la même pépinière qu'à Cergy-Pontoise, parce qu'il y a déjà des grandes dynamiques d'innovation. Et ce qui est vraiment intéressant, c'est que le débat est à la fois large sur qu'est-ce que c'est une programmation d'un centre comme ça, et à la fois reste dans de l'opérationnel, d'en dire, bon, mais on termine une mission, et des scénarios très concrets de qu'est-ce qui est possible de faire dans le cadre de Maubuisson. Donc ce travail d'esquisse qui est finalement un travail qui normalement vient en amont, ça pourrait être le travail de programmistes architectes qui normalement viennent juste avant une mission de réalisation ou d'aménagement. On a souhaité l'amener en amont pour que le projet gagne un côté opérationnel qui aurait fait qu'on quittait des débats qui nous intéressaient. Donc les scénarios finaux ici, c'est par exemple ce qu'on voit dans la grange. L'idée, c'est de dire quels scénarios savent cohabiter, quelles fonctions pour l'usager peuvent à un moment venir côte à côte et offrent une vraie offre de Maubuisson qui n'aurait pas été imaginable ou qui n'aurait pas été vécue. Donc c'est un ensemble d'esquisses plus que de promesses ou de projets architecturaux qui viennent un peu conclure des dynamiques possibles sur la mission. Alors, on va passer aux questions. Moi, vous vouliez rebondir, Madame Flageolet, juste avant. Oui, juste pour compléter et vous donner une idée. Donc, l'idée, ça serait effectivement de libérer, comme c'est le cas aujourd'hui d'ailleurs, les parties, les salles abbatiales de l'abbaye pour accueillir des artistes. Libérer la petite maison où se trouve actuellement l'équipe de Maubuisson pour accueillir des artistes en résidence qui peuvent dormir s'ils le souhaitent. Et puis, libérer le premier étage, en fait, de Maubuisson pour en faire justement ce lieu de concertation, de coworking, de Fab Lab, etc., en lien avec l'équipe de Maubuisson qui sera constituée pour le projet, et puis bien sûr le milieu de l'entreprise et les étudiants aussi qui souhaitent venir travailler. Très bien, merci. Alors, les questions. Alors, est-ce qu'il y a déjà des questions? Oui, il y a déjà une question qui est toute simple. Je vais vous la mettre à l'écran. On va changer le mode de l'écran. Donc la question est la suivante. Les habitants ont-ils participé aux ateliers? C'est vrai que c'est une très bonne question. Vous les avez interviewés, mais est-ce qu'ils ont participé à cette co-construction en atelier? Non, les habitants n'ont pas participé aux ateliers dans le sens où on n'a pas eu de public. Typiquement, c'est vraiment une mission où il y avait des profils d'usagers, enfin des profils d'habitants. Je sais pas, il n'y a pas d'habitants à Maubuisson. Peut-être Isabelle est celle qui habite le plus à Maubuisson. Donc déjà, il n'y a pas d'habitants à Maubuisson. Et ensuite, les habitants de Saint-Olomone, quoi, de la ville. Ouais. Ensuite, non, le travail qui a été fait avec les habitants, c'est surtout un travail d'interview et d'essayer de trouver des formats, alors soit des interviews longs où on prenait des rendez-vous, soit quelque chose qu'on a fait beaucoup en début de mission, qui était effectivement de passer le week-end dans le parc, de passer le week-end dans les espaces et de rencontrer des gens. Donc là, c'est une vidéo qu'on n'a pas ici, mais qui finalement a bien amorcé la mission, qui a été de retrouver des paroles très variées des habitants, enfin surtout des gens qui habitent proches de l'abbaye, et de voir comment est-ce qu'elles font apparaître des points de vue très différents. Donc oui, ça fait, entre guillemets, on a inclus les habitants ou les participants, via les interviews, les usagers, via des interviews sous différentes formes. Ok, merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions via SMS ou en mode micro-baladeur? Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, on va passer à la table ronde suivante avec nos amis du Conseil général de Seine-Maritime. Mais merci beaucoup en tout cas, c'était très enrichissant. Merci. J'ai une question qui arrive à la dernière minute. C'est toujours comme ça. Il faut le temps que ça arrive par le Wi-Fi de la fac qui ne marche pas très bien. La perception de la démarche par les agents au final. Ça, c'est pour vous, ça, Isabelle Gabache. Quelle est votre perception de la démarche au final? Je pense que, quelque part, la question induit peut-être les pistes et retenues. Quand on parle d'agents, c'est les agents de l'abbaye ou... Ah bah je pense, oui. Est-ce qu'on peut se dénoncer par SMS pour dire si c'est bien ça? Oui, non, je pense que c'est vous, c'est personnel. Comment le personnel perçoit finalement le scénario retenu? Alors, moi, les trois points très positifs
je ne dirais pas les négatifs, les 3 points positifs qui me viennent à l'esprit par rapport à cette étude et la méthodologie qui a été employée. C'est cette logique d'immersion en fait des Talking Things et de 3e pôle. Il faut savoir qu'ils ont été avec nous de avril, mai, juin 2013 pendant 3 mois, notamment des week-ends entiers. Moi, j'ai eu mes chargés d'accueil qui me disaient « Mais ils ont passé le week-end avec nous, à côté de nous. Ils regardaient tout ce qu'on faisait. » Et c'était en plus en plein pendant l'exposition des frères Chapuisat. Donc, c'était des week-ends avec des pointes à 200, 300 visiteurs. Enfin, quelque chose pour nous qui est un peu exceptionnel. Il y avait des files d'attente à gérer. Ça, c'est encore plus exceptionnel pour nous. Et du coup, elles étaient en total stress parce que l'agence était là à leur côté à voir comment elles accueillaient les visiteurs, comment elles géraient le flux des visiteurs, les multiples questions, le standard, les orientations, enfin, voilà. Donc cette logique d'immersion et le fait qu'on soit tous entendus un par un ou en petits groupes, et puis dans le cas des ateliers, ça nous a permis de nous remettre en question en fait. Parce que comme il y avait des questions qui émergeaient de par leur travail d'études, nous, ça nous a mis en mouvement en fait. Ça nous a mis en mouvement. Enfin, je prends des exemples sur la question des recettes, sur la question de est-ce que là on est optimum, est-ce que là on ne devrait pas se remettre en question. Donc ça a mis en branle pas mal de choses. L'an dernier, par exemple, on a revu le tarif de nos actions de médiation. On a fait un benchmark avec ce qui se pratiquait dans d'autres lieux patrimoniaux ou centres d'art. On s'est rendu compte que nos tarifs de médiation étaient très très faibles par rapport à d'autres lieux. Donc on a revu notre grille tarifaire en cours d'année. On a augmenté nos recettes parce qu'on s'est mis dans une autre logique, dans une autre démarche. Et le personnel de l'accueil, notamment, a été très sensibilisé à ça. Elles se sont mis ça comme objectif, augmenter les recettes, parce qu'il y a eu cette question qui revient en permanence, qui est les ressources propres, en fait. Comme quoi, nous, on peut aussi être acteurs de ça. Hein. Donc ça l'équipe s'est mis en mouvement. Autre exemple, on a fait venir un food truck au cœur de l'ancien carré claustral. Donc bon, on s'est mis nos collègues archéologues un peu ados qui ont eu un peu un choc en voyant un food truck violet fluo au niveau de l'ancien carré claustral. Mais bon, voilà, pour l'expérimenter, pour voir, voilà, est-ce que ça marche, et oui, bon, ça marche, c'était certain. Et puis l'exposition s'y prêtait très bien. Donc voilà, pour nous, voilà, ça c'était un des aspects très positifs, le fait que ça nous a mis en mouvement. Et l'autre chose que je voulais vraiment souligner et féliciter, c'est le travail formidable qu'ont fait Talking Things et 3e pôle. Un food truck. Une question, c'est quoi un food truck? C'est un petit camion mobile qui vend du street food, des sandwichs, des burgers. Des choses à emporter, comme vous avez à New York, là, le petit camion qui vend son hot dog. Voilà. Mais il y a des food trucks qui font de la très bonne... qui proposent de la très bonne alimentation. Voilà. Très bien, bah, merci beaucoup. Non, juste je voulais terminer par rapport au travail, voilà, là où ils n'ont pas du tout été avares dans leur démarche, c'est qu'ils ont interviewé 60 personnes. 60 personnes, enfin, ça a été sur les 3 mois d'immersion, ça a été un travail considérable quand on voit les concurrents de Talking Things et 3e pôle qui proposaient d'interviewer entre 5 et 10 personnes. Enfin, le retour a été du coup riche et a permis, la dernière chose que je voulais dire, a permis ils ont fourni un livrable qui rend compte en fait de toute la complexité de ce lieu, chose que nous on sait mais qu'on n'a peut-être jamais su formuler et pour nous ça a été un outil très valorisant en fait, de se dire bon ben nous depuis 10 ans, 12 ans, 15 ans, 20 ans on est là, on porte à bout de bras avec nos petits bras, notre petite équipe, ce projet, on y croit, on croit à l'art contemporain, voilà, et d'avoir permis de mettre ça en lumière à travers ce livrable. Pour l'équipe, ça a été une forme de reconnaissance oui, aussi vraiment, du travail. Vraiment.